sur la fenêtre d'Overton. Oui. Ou qui Overton. Bonjour. Salut Marius. Salut Charlotte. Bonjour. On est un peu buggés parce que là on se débrouille. J'ai l'impression qu'on est des enfants Sans leurs parents. qui ont volé genre les affaires de leurs Oui, parents. sauf qu'on n'avait pas les... Parce que conflit d'agenda et tout, il y a eu plein de chaos dans cette team ces dernières semaines et du coup nos monteurs ne sont pas là. Monteur, cadreur du coup. Ouais. Monteuse, cadreuse. Montreux. Quatre heureuses. C'est pas mal, quatre heureuses. Montreuil-Ois. Ouais. Et donc du coup, on est vraiment en train de faire de l'équilibre avec des appareils. Là, c'est dommage, on peut pas dangereux. prendre de photos du setup, mais il y a des téléphones posés sur des paquets de sel et des... Non, mais il vaut mieux pas prendre de photos, vraiment, sinon on se fait tuer par la team. Mais on ne voulait pas louper d'épisodes de VDJ parce qu'on a des trucs intéressants à dire. Bien évidemment, comme d'habitude. Et voilà, et je sais pas de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Mar. On va voir, hein. Je vais vous parler de la fin de C8, ouais. Vraiment le mec. On va parler de nouilles. Ouais, ça c'est... Vous allez comprendre. Allez, c'est parti. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. le mois dernier, C8, la chaîne de Bolloré, Hanouna et TPMP, a arrêté de diffuser sur la TNT. Moi, je pensais qu'on fêterait ça au moins autant que la mort de Jean-Marie Le Pen. Mais non, à part 2-3 vannes et autres mèmes sur les réseaux, les gauchistes ont pas fait péter le champagne ce coup-ci. Pourtant, vu comme tous les droitards se sont joints aux plaintes d'Hanouna et sa clique, ça veut bien dire que c'est nous qu'on a gagné ce coup-ci, non ? D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ces mêmes droitards jappaient moins pendant la commission d'enquête de l'année dernière, à l'origine de la décision de ne pas renouveler le canal TNT de C8. Peut-être qu'ils osaient pas encore être si ouvertement d'extrême droite à l'époque où tout ça avait un cadre légal. Toujours est-il que là, ils ont fait pas mal de bruit. Alors, est-ce qu'il faut vraiment se réjouir de la fin de C8 ? Déjà, rappel de ce qui s'est passé. Les canaux de la TNT sont détenus par l'État. L'État noue donc des contrats avec des chaînes pour les louer. Et les louer implique que pour les dites chaînes de respecter une certaine objectivité, ou en tout cas de présenter une diversité d'opinions politiques. C'est l'Arcom qui décide de renouveler ou non les chaînes, et lors du dernier examen, ils ont décidé de ne pas renouveler C8 et Énergie 12 sur la TNT. Je précise sur la TNT car C8 aurait pu migrer ailleurs. Elle n'a pas été fermée par l'Arcom comme on l'a pas mal entendu. Les 200 salariés mis à la porte, c'est sur le dos de Bolloré qui a décidé de fermer la chaîne en l'absence de fréquences TNT à squatter. Bref, C8 s'est fait dégager car elle devenait un peu trop ouvertement une chaîne d'opinion. À skip. Parce que je sais pas vous, mais quand je pense à des chaînes d'opinion, j'en ai quelques autres qui me viennent en tête. À commencer par CNews par exemple, qui est presque pire que C8 en la matière. Et je parle pas de BFM parce que j'aurais peur de provoquer des infarctus chez les quelques centristes perdus qui nous écoutent en leur révélant qu'ils ne détiennent pas la vérité objective. Mais du coup, si c'est la pluralité la question, pourquoi c'est seulement C8 qui s'est fait dégager ? Vous le savez sûrement, c'est à cause des amendes. Et oui, ça fait quelques années que Cyril est très limite sur son plateau, et à force, C8 a dû payer pas mal d'amendes à l'Arcom. Ça commençait à faire mauvais genre. Alors après des mois de commission d'enquête mises en place par des députés de la France Insoumise, des années de dénonciation de C8, des semaines de mobilisation sur Internet, l'Arcom a enfin sucré le contrat à Cyril. Mais du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il aura fallu sacrément les pousser au cul. Et surtout que c'est pas vraiment le non-respect de la diversité des opinions qui a joué là-dedans. Ce qui a joué, c'est le non-respect tout court. Le côté outrancier de C8, ça on n'aime pas trop chez les technocrates. Alors on tape sur les doigts d'Hanouna et on laisse Pascal Praud, qui lui fait beaucoup plus poli, continuer d'ouvrir ses émissions avec des fake news une fois sur deux. Je connais le système, je connais ses relais, je connais ses partis pris. Ce qui dérange les autorités censées garantir un espace télévisuel diversifié et démocratique, c'est pas la fascisation des discours, c'est les nouilles dans le slip. Et oui, c'est pas bien les nouilles dans le slip, mais bon, le fascisme, c'est pas terrible non plus quoi. Et là, on voit bien qu'on peut pas faire confiance aux autorités d'État pour lutter contre. Et il va falloir qu'on soit de plus en plus nombreux à ouvrir nos gueules, pour porter des contre-discours, mais aussi pour porter des discours tout court. Parce que ça fait des années qu'on parle de fascisation des médias. Pour CNews et anciennement C8, c'est assez clair. On déroule le tapis rouge à l'extrême droite, on demande à des ministres s'ils voudraient pas rouvrir des bagnes, et n'importe quel bronzé en infraction est un terroriste raciste anti-blanc. On a compris. Mais cette droitisation globale, elle passe autant par les sujets traités que par ceux qui ne le sont pas. Notamment
quand on parle des nazis, par exemple, qui défilent dans les rues et qui poignardent un militant gratos, ou plutôt quand on n'en parle pas. C'est ce qui s'est passé le 16 février dernier lors de la projection d'un film organisé par une association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie. Un commando d'extrême droite s'est introduit dans la salle pour casser des gueules et poignarder donc un type au passage, et est sorti en hurlant « Paris est nazi ». Curieusement, même BFM, chaîne pourtant exemplaire et objective, à des années-lumière d'être remise en cause par l'Arcom, n'a que très peu traité le sujet. Idem pour le reste de la TNT. Le sujet en fait semble banal, ne pas valoir le coup d'être en bandeau des heures durant. Contrairement à cet imam qui, par exemple, il y a quelques mois, avait appelé à se rassembler derrière des valeurs plus grandes que n'importe quel drapeau, et tout de suite devenu un raciste anti-France. Bref, on commence à connaître la chose. Les médias de masse s'intéressent bien plus aux crimes et délits commis par des étrangers ou perçus comme tels. Les droitards bien chez nous, on en fait moins de sujets. Est-ce que ça serait pas plutôt ça, la fascisation des médias ? Au-delà des discours diffusés, c'est tout le fonctionnement qui accompagne une société de plus en plus raciste et autoritaire. Petite lumière au milieu des ténèbres fascistes qui arrivent, la suppression de C8 de la TNT. Alléluia. Avec un peu de chance, on va avoir une nouvelle chaîne avec un chouette contre-discours. Et c'est d'ailleurs comme ça que les remplaçants ont vendu leur projet à l'Arcom. T18, la nouvelle chaîne, se présente comme un anti-C8. Une chaîne où l'on pourra voir, je cite, « une programmation qui se veut diversifiée, où une place prépondérante est donnée aux documentaires, programmes culturels, débats et magazines d'information, sociétaux ou d'intérêt général. Au moins 3000 heures de documentaires doivent être diffusées par an, traitant notamment des thématiques, sujets de société, d'histoire, de géopolitique, de culture, de sciences, de découverte, avec notamment l'Europe comme sujet récurrent. Au moins 1000 heures de magazines d'information sociétaux ou d'intérêt général, à l'exception de l'année de lancement 2025 où le régulateur prévoit au moins 150 heures. À partir de l'année 2026, les magazines d'information vont représenter un volume annuel de diffusion d'au moins 500 heures. C'est un chouette programme, à l'exception du fait que ça ne veut en fait rien dire du tout. Parce qu'on les remplit avec tout ce qu'on veut, ces trucs culturaux, politico, bobos là. Mais on peut peut-être se faire une idée du contenu si on regarde qui est derrière ce programme mirobolant. Le type, c'est Daniel Kretinsky, le milliardaire qui finance Marianne ou Franc-Tireur par exemple. La clique à Eindhoven un peu. Vous savez, celui qui voterait Le Pen face à Mélenchon en se bouchant le nez, mais bon, pas le choix quoi. L'extrême droite de gauche en fait. Celle qui présente bien, celle qui met pas de nouilles dans le slip de ses chroniqueurs. Bref, il y a vraiment plus que nous et Internet pour raconter des trucs intéressants. Alors va falloir nous donner de la force et de la moula les amis. Bisous. Ah, c'est bien, ça fallait un peu là. Je m'installe. Je sais pas pourquoi j'ai fini ma chronique par bisous. Genre, quand je l'ai écrit, j'ai dû me dire ah ça claque et tout, alors que c'est très bizarre. Ouais, c'est plus moi d'habitude. Ah non, c'est vrai que non. Je sais pas, genre j'ai voulu faire un truc drop the mic, mais là je le tiens encore. En fait, j'ai pas trop écouté la fin de la chronique parce que j'étais perturbée par le fait que j'ai l'impression d'être la seule personne à me taper une barre sur le fait que le mec s'appelle Kretinsky. Oui, je suis d'accord. En fait, j'aimerais poser ça là, parce que je trouve qu'on n'en fait pas assez un sujet de... C'est quand même fun, quoi. C'est quand même hilarant. Ouais, c'est hilarant de se moquer des noms à consonance étrangère des gens, j'avoue, c'est... Y a rien de plus drôle finalement. C'est bon, je suis fatiguée. Je rigole, putain, c'est moche, là on voit les vitres, on a oublié de fermer les rideaux. Hop, je ferme le rideau. Voilà, désolé. Hein. C'est catastrophique. Écoute, ouais, voilà, on fait ce qu'on peut. Bon, attends, reprenons le vrai sujet, soyons sérieux. Oui. Déjà, quand on en avait parlé, moi, ce qui m'avait intéressé dans ta manière de présenter le sujet, parce qu'il faut savoir qu'on fait des petites réunions, Marius et moi, pour se présenter nos sujets, et que parfois, on n'est pas du tout d'accord sur les sujets qui sont intéressants à traiter ou pas. Et genre là... Il se trouve que moi, je trouvais pas ça hyper passionnant, la suppression de ces chaînes. Et en fait, tu l'as présenté un peu en disant, si jamais c'est remplacé... en fait, tout le monde dit c'est trop bien et tout, c'est une big victoire. Si jamais c'est remplacé... Oui, voilà. Oui, c'est que en gros... À l'époque où j'ai décidé de faire ce sujet, j'avoue que je travaillais plus mes chroniques au moment où je les écris, et du coup j'étais en mode, j'avais vu que c'était une chaîne subventionnée par Kretinsky, du coup le fameux qui finance Eindhoven, Franc-Tireur et tout, qui allait remplacer C8. Et donc comme on les connaît un peu ces gens-là, avec Marianne, Franc-Tireur, tout ça, c'est vraiment de l'extrême droite dissimulée de ouf. Je m'étais dit, en vrai, ça va être à peu près la même chose. Donc, je vais faire une chronique en disant ce qui dérange, en fait, les autorités, c'est pas la pensée d'extrême droite, c'est juste la forme qu'elle prend. Et donc, j'ai essayé de m'en tirer un peu en retombant sur les nouilles dans le slip. Mais de fait, c'est vrai que Kretinsky et tout, ils présentent leur chaîne comme un truc anti-C8, comme un truc qui va pas... Enfin, ils donnent tous les éléments de langage anti-extrême droite. Alors après, ce qu'ils vont dire dedans, c'est ce que je dis, tu vois, on verra bien. Ils vont pouvoir quand même arriver par en dessous, sûrement. Mais de fait, ils sont en mode, on va faire des documentaires, des trucs d'information et tout. Donc, ils sont
faut vraiment, nous on n'est pas du tout d'extrême droite quoi, donc ça m'a un peu baisé et donc j'ai dû écrire différemment un peu cette chronique. Oui, non mais ce que tu disais vaut quand même le coup d'être rappelé, c'est-à-dire que en fait sur des grandes radios qui sont pas comment on dit, étiquetée extrême droite, enfin je sais pas, sur France Info, sur France Inter, sur plein d'autres chaînes. En fait, il y a plein de discours d'extrême droite qui sont là et qui choquent personne et qui du coup rentrent dans le cadre de ah oui mais c'est la liberté d'expression, il faut pas censurer, etc. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'on oublie un peu ça quand on se réjouit que C8 ferme, parce que en fait, on se réjouit du fait que ce qu'on voit clairement comme étant des discours d'extrême droite, ce qui est presque dit, en fait, ferme, alors que les formes les plus insidieuses et du coup les plus difficiles à combattre, ben, en fait, sont omniprésentes autour de nous. Et c'est vrai que même, je sais plus qu'est-ce qu'on regardait avec Marius la dernière fois, on avait regardé un documentaire qui se passait dans les années 90. Ah bah c'est le documentaire sur DJ Mehdi qu'on vous recommande au passage. C'est du coup sur la culture du rap et la musique de ces années-là. Et on s'est fait la réflexion avec Marc, vraiment, la culture et les extraits d'émissions qu'on voyait avaient énormément changé en genre quelques années, et qu'aujourd'hui il y avait des trucs qui se passaient sur nos plateaux télé qui se seraient jamais passés à l'époque, et pourtant c'était pas si lointain. Et je me rappelle que ça nous avait vraiment choqué. Ouais, je trouve que en fait, on ne tripote plus les fesses des filles gratuitement, mais par contre, on a le droit de dire qu'on va faire une Riviera avec la bande de Gaza, pour être caricatural. Non, mais c'est vrai, parce que dans les années 90, il y a quand même un sexisme de ouf sur les plateaux, même un racisme, mais par en dessous, mais plus sur le ton de l'humour, parce qu'en fait, les gens savent qu'ils sont dans une société qui n'est pas d'extrême droite aussi. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, je vais pas me lancer dans une théorie comme ça. Oui, mais il y avait moins un backlash, c'est-à-dire que c'était un peu l'époque de. Alors, on en pense qu'on en veut, mais genre de touche pas à mon pote et tout. Enfin, il y avait un peu un truc aussi qui faisait qu'il y avait des digues, même si elles étaient que morales et pas politiques. Enfin voilà, on dit pas que c'était mieux avant, mais juste, bah c'est fou de regarder des trucs du passé. Tu te rends compte d'à quel point les discours, sans qu'on s'en rende compte, quand ils sont omniprésents, ils modifient notre rapport aux choses, ils modifient notre rapport au réel et au discours. Et en fait, ça, c'est pas forcément ce qui se voit et ce qui va être facile à supprimer de la TNT, quoi. En fait, ce qui fait que ça se voit, c'est aussi le fait que les gens trouvent ça inacceptable sur le moment. Et comme maintenant, dans l'entre-soi aussi médiatique, bah, la pensée, elle s'est déplacée. Les gens, ils trouvent des choses qui étaient avant inacceptables, maintenant, ils les trouvent acceptables. Bah, c'est l'épisode sur Gaza d'il y a 2 semaines, tu vois. De genre, comment ils parlent de Gaza à France Info sur le service public. Enfin, genre, c'est juste des mots, mais des mots que si tu les prends premier degré, les implications, en fait, c'est un génocide, c'est virer des gens de chez eux, c'est construire, enfin, tu vois, c'est du colonialisme, etc., etc. Et puis c'est ce qu'on dit tout le temps en ce moment sur la fenêtre d'Overton. Ou qui Overton. Fenêtre d'Overton. On est fan, j'adore. Est-ce qu'on pourra mettre au montage un ton? Le Overton. Mais en fait, il y a des mots, des fois, je fais que les lire et du coup, je sais plus à l'oral comment ils se prononcent. Et quand je les prononce, j'ai vraiment une chance sur 2 d'avoir l'air d'une énorme Google. Qu'est-ce que je disais avec le truc? Tu disais, c'est comme la fenêtre d'Overton. Bah, ça se mange en sushi, en sashimi ou en. Non, mais peu importe, mais du coup. Ah non, mais c'est ça. C'est que le cadre se déplace, mais on voit pas parce qu'on évolue dedans. Donc en fait, le cadre il se déplace vraiment. Bah, du coup, il se déplace plutôt vers là pour nous, vers l'extrême droite. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais on est quand même dedans. Toutes les chaînes, tous les contenus baignent dans ce cadre-là. Dans lequel ce qui est acceptable est tiré et poussé Oui, carrément. Et surtout, moi, ce dont je me suis rendu compte aussi en faisant mes recherches, en écrivant un peu cette chronique, enfin, auquel j'avais jamais réfléchi vraiment, c'est aussi ce truc de ce qui est traité et ce qui n'est pas traité. C'est vraiment presque le plus important au final, parce que ce qui rend compte d'une extrême droitisation en gros des médias, bah c'est le 2 poids 2 mesures. Donc c'est que quand on a un arabe qui fait un vol à l'étalage, enfin je caricature exprès, mais vous voyez bien, on voit bien que les bandeaux de BFM à CNews, en passant par toutes les chaînes et tout, enfin plutôt les bandeaux de BFM à CNews,
de BFM et CNews, de C8, tout ça, bah en fait, quand c'est ce que je dis, quoi, quand c'est des étrangers ou des gens perçus comme tels qui commettent des violences ou des choses comme ça, on va en parler pendant une semaine, on va faire venir des gens pour en débattre, pour en parler de faut-il arrêter l'immigration, etc., etc. Quand il y a des gens qui crient Paris est nazi après avoir poignardé un type, on en parle pendant 1h30, vite fait, à 14h30, et après c'est ciao, quoi. C'est surtout ça, je trouve, aussi. Enfin, il y a deux trucs, en fait. Il y a les discours et le fait que maintenant, des choses qui étaient inacceptables avant le soient devenues, et que ça se fasse petit à petit, du coup, c'est difficile de s'en rendre compte concrètement, mais il y a aussi beaucoup juste le choix des sujets traités, de la mise en avant des choses, et du coup le mélange des deux, bah, c'est ça qui crée la fascisation totale. Oui, mais justement ça me fait penser à un truc qui est assez intéressant, et je pense qu'on aura peut-être ce débat tous les deux dans les mois à venir, et avec l'équipe du média. J'ai lu, purée, je crois que c'était sur LinkedIn. Oh non. Je crois que c'était un petit texte de présentation sur le prochain numéro du magazine Climax, qui est un magazine écolo assez subversif et tout, marrant, assez joyeux. Et en fait, en gros, ce qui était dit, c'était plus on parle de l'extrême droite, plus on la fait exister. Et il y a un truc qui me met un peu inconfortable avec cet énoncé, et en même temps je suis assez d'accord sur le fait que, tu vois, tous nos sujets, on parle constamment de la fascisation, de l'extrême droitisation, de nanana, et en fait du coup nous-mêmes on gaslight entre guillemets, enfin on rend invisible d'autres sujets sur des alternatives, des trucs qui pourraient exister, comment faire mieux, etc., vu qu'on est constamment en train de dire regardez l'extrême droite, et du coup dans un moment où les gens où il n'y a pas conscience qu'il y a ce truc d'extrême droite qui est en train de monter, je trouvais ça important. Et en même temps, maintenant qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est quand même un petit peu chaud, et ben je me dis, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de... tu vois, C8 disparaît, mais en fait, on continue d'en parler. Bah moi je sais pas, moi je trouve que c'est une question de chacun de regarder aussi un peu balayer dans sa porte, quoi. Enfin en fait c'est juste qu'il y a eu un espèce de gros moment où l'extrême droite c'était le prétexte pour le dire vite, pour les macronistes, pour se faire élire. Et du coup c'est devenu un sujet super sexy dans tous les médias de la bourgeoisie, du centre qui accompagne Macron. Et du coup bah là il y avait vraiment une critique à faire, de pouvoir se dire attendez, mais en fait là on parle de l'extrême droite pour garantir une place plus large au centre, en fait, parce que c'est le prétexte, tu vois, et que du coup ça fait monter la peur chez les gens, et donc ça pousse les gens à aller vers le centre, parce que c'est bien connu que quand il y a de l'incertitude, les gens ont tendance à plus voter au centre pour avoir des garanties de sûreté, de sécurité. Et donc à ce moment-là, enfin, je trouve que ce discours anti parler d'extrême droite, il était valable pour une partie des médias, mais après il y a d'autres médias qui font très bien le taf sur l'extrême droite et sur d'autres trucs aussi. Et genre moi je pense que, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grande pensée ou de grande idée à appliquer à faut-il parler de l'extrême droite ou pas. En fait, il faut juste regarder comment chacun le fait au cas par cas et parler d'autres choses aussi, ne pas, enfin tu vois. Oui, voilà. Mais en fait c'est ça, c'est pas parler ou ne pas parler d'extrême droite, puisqu'on parle de la réalité et de ce qui se passe. Donc forcément on parle d'extrême droite, mais c'est juste à quel point le sujet écrase les autres sujets, tu vois. Genre à quel point on parle dans 3 émissions sur 4 du fait que la société se fascise, à des gens qui, je pense pour la plupart, ont déjà conscience que la société se fascise. Et du coup ça je sais pas, ça a posé en moi des questions, mais pour moi c'est plus, du coup là c'est plus genre se donner ensemble les outils pour voir par quel médium, par quel média la société se fascise, pour pouvoir plus efficacement lutter contre, pour pouvoir en parler, pour pouvoir, tu vois. Et c'est parce que je suis d'accord avec toi que rendre ce sujet permanent, de dire attention ça monte, en plus maintenant on le sait, enfin voilà. Oui mais du coup en plus on pourrait aussi imposer notre propre agenda politique en mettant comme sujet pas en disant ce qui se passe n'existe pas et tout, mais juste en le prenant avec un autre angle, en mode bon bah il y a, je sais pas, il y a telle initiative, ça s'est passé je sais pas où, dans quel pays, et en fait les gens ont fait ça, et du coup bah en France il y a ces trucs là qui existent aussi, et nous on pense qu'une bonne solution ce serait, j'en sais rien moi, de faire de l'éducation populaire, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en fait prendre le truc par des moyens de lutte et de résistance, plus que par il se passe ça et du coup c'est hyper grave parce qu'il se passe ça et tout, et genre tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, après moi il y a aussi une question d'efficacité, de parler au plus grand nombre, quoi. Et du coup, ça dépend aussi de à qui tu t'adresses, tu vois. J'ai l'impression que tu vas pas aller voir des gens non politisés
et lui dire t'as vu au Rojava, c'est vachement bien. Enfin, tu vois, c'est pas comme ça qu'on va convaincre. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, tu peux beaucoup plus parler à quelqu'un de lambda en disant ouais, regarde, aux États-Unis, il y a des gens d'une entreprise qui ont fait ci, qui ont fait ça, plutôt que de lui dire oui, le sachet tue, l'extrême droitisation de la société, tu vois. Ouais, peut-être, t'as raison. Je sais pas. Mais du coup, tu voulais pas juste dire. Enfin, il y a juste. Moi, je voulais juste dire un autre truc sur ce sujet, et après, peut-être faut qu'on coupe. C'est que il y a Blast qui a fait un épisode de Rhinocéros là avec Usul et Lumi sur Hanouna aussi, qui est vachement bien, où il parle de complètement autre chose, mais de comment il va pouvoir continuer à tenir les discours qu'il tient sur internet aussi, en faisant le parallèle avec des influenceurs d'extrême droite américains qui ont un peu de l'avance sur l'extrême droite française là-dessus, et c'est ce que toi tu disais aussi tout à l'heure là, avant qu'on allume les caméras, de genre c'est quoi que tu disais, genre tenir les mêmes discours. En fait, enlever un médium à quelqu'un ne va pas l'empêcher de tenir ses discours ailleurs aussi. Oui, et c'est surtout ce que je disais, c'est pas seulement ça, c'est parce que à ça tu pourrais répondre oui, mais en fait c'est quand même pas la même portée quand tu t'adresses sur une chaîne de télé que si tu crées je sais pas, un blog ou une chaîne Twitch ou machin. Mais en fait, moi ce que je constate, c'est que j'ai l'impression que du coup, à partir du moment où tu vas t'exprimer sur un autre endroit, même si c'est plus restreint, ta portée, elle va être différente parce que tu vas être dans un truc subversif où tu vas pouvoir dire ouais, on essaie de me faire taire, et du coup ça rend tout ce que tu dis beaucoup plus intéressant ou précieux que ça ne l'est en fait. Et du coup, je trouve que c'est aussi faut faire gaffe avec le truc de trop bien, c'est 8, ça disparaît, mais du coup les endroits, les espèces de niches où cette parole-là va exister, je pense ils vont être d'autant plus redoutables pour nous, quoi. Oui. Puis en plus, du coup, c'est plus des trucs auxquels on aura accès. Oui, c'est vrai. Et en même temps, moi, je suis en mode, du coup, c'est à nous aussi de nous emparer, et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, de ces outils-là aussi de niche, en fait. Parce que de toute façon, on va pas dire, il faudrait commencer à réguler les réseaux sociaux pour que Cyril Hanouna puisse pas s'exprimer dessus. Bien sûr que non, genre, sinon, c'est pour nous. Vraiment, en plus, on a vraiment fait tout un épisode sur Twitter où on a pas mal parlé de ça, et je trouve que les deux sujets sont un peu liés quand même. Donc, très bien, Cyril, va sur Internet. Bienvenue à toi, Cyril. Et on va te clasher. Allez. En fait, tu sais, Cyril Hanouna, c'est genre un seul patronyme pour moi. Mais quand tu te dis que le mec s'appelle Cyril, pour moi, ça fait pas du tout de sens dans ma tête. Voilà, on reboucle. Voilà. On reboucle sur les noms, c'est donc la fin de cet épisode. Oui, je pense qu'on peut conclure. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles discussions. Ouais, ciao. C'est juste que dans la médecine, il y a aussi toute une partie de l'apprentissage de la médecine. Non. Oh merde. Rien? T'as rien du tout? Non. Ah, c'est chaud. Oh putain. Salut Charlotte. Salut. Ça va? Pourquoi tu fais l'accent parisien? Mais je dis salut Charlotte. Je sais pas, j'ai l'impression que t'avais un petit an. D'ailleurs, je sais pas si c'est l'accent parisien. Mais tu sais que ça m'obsède le truc. Dis bonjour. 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 Est-ce que ça vous obsède aussi le truc des accents? Genre le fait de penser que quand on est de Paris et qu'on fait pas le truc des ans à la fin des phrases, les gens ils pensent qu'on n'a pas d'accent. Tu vois ce que je veux dire? Genre en gros, moi je me suis toujours dit moi je me suis toujours dit, les gens qui viennent genre de Marseille, moi j'entends leur accent comme étant un accent, et eux ils entendent mon accent comme étant l'accent parisien. Oui. Et en fait, j'ai déjà demandé à des gens, et non. Mais ça, c'est à cause de la normalisation de l'accent parisien, et genre que les gens qui n'ont pas un accent parisien, on leur dit t'es un plouf, faut que tu changes et tout. Oui, mais du coup, on a opprimé les gens qui venaient des régions. Suis d'accord. C'est du colonialisme à l'échelle de la France. Voilà. Mais du coup, mais si, il y a l'accent pointu. C'est que nous, on parle un peu comme ça, skip. Oui, mais moi, je me rappelle que avec les gens du Québec, et eux, on a un accent pour eux. Bah non. Mais si, Camille, ils parlent comme ça exprès quand on parle. Mais parce que c'est pareil, eux ils appellent ça... Les gens du Québec, est-ce que vous trouvez que les gens français, ils ont un accent? C'est normatif pour eux, donc c'est littéralement dans le nom, genre c'est la norme, tu vois. Ils ont l'impression qu'on n'a rien de particulier, tu vois, que c'est le truc... c'est pas chantant, il n'y a pas d'accent, tu vois. C'est beaucoup trop long. C'est vrai. J'ai vraiment hijack cet épisode. Bon, bref, du coup, de quoi tu me parles? Allons-y, quoi. Enfin, surtout que c'est pas gay, donc ce que je vais dire, je vais me rappeler. Ok, c'est parti.
Sorti tu m'as pas répondu à ma question, de quoi tu me parles, n'est-ce pas ? Oui, je vous parle de la... Pas vraiment de la surcharge des urgences, mais de la surcharge des urgences. Vas-y, parce que là... de l'urgence, de la conséquence de la surcharge. Ouais. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Cet hiver, on a encore eu droit au traditionnel reportage des JT sur la surcharge des urgences, la saturation des services hospitaliers et la pénurie de soignants. Les années passent et se ressemblent. Bon, en gros, là, je vais vous balancer des chiffres sur les urgences que vous connaissez certainement déjà, mais je pense que ça fait pas de mal de faire un petit rappel. Déjà, dans un reportage d'il y a 5 ans, juste après le Covid, chaque année, il y avait 180 000 personnes qui passaient la nuit sur un brancard aux urgences au lieu d'être soignées, ce qui entraîne évidemment la surmortalité. Il y a aussi le fait qu'il y a de moins en moins de médecins. Donc en 2025, la France a perdu un quart de ses médecins depuis 20 ans. Or, la population française, elle augmente et en plus elle vieillit. Il n'y a plus d'obligation de garde des médecins depuis une réforme de 2002. Et il y a aussi le problème de fréquentation des urgences parce que on n'a pas de médecin et donc en fait il y a 43% en 2017 selon un rapport du Sénat des passages aux urgences qui relèvent d'une simple consultation médicale. Et en 20 ans, de 95 à 2015, la fréquentation des urgences a doublé. En 2017, on estime qu'il manquait 25% de médecins hospitaliers à plein temps en médecine d'urgence. Et depuis janvier dernier, donc là je vous parle de cette année précisément, les appels au 15 ont bondi de 30%. Dans certains hôpitaux, le nombre de patients a été multiplié par 3, ce qui a eu pour conséquence de déclencher le plan blanc qui, en gros, réorganise les services hospitaliers en fonction d'une crise et d'une saturation des services. Qui là en l'occurrence était due à la grippe et donc on en oublierait presque que c'est pas normal en fait de s'habituer à vivre en crise tout le temps. Normalement une crise c'est ça, un état anormal qui dure une période qui fait donc qu'une crise on la repère en ce qu'elle diffère de la normalité. Alors dans cette chronique je vais pas vous réexpliquer pour la millième fois qu'on a un très gros souci dans l'organisation de notre système de soins et de santé, mais simplement j'aimerais me poser avec vous sur les conséquences que cet état d'urgence permanent a sur nous. Sur nos capacités collectives à nous régénérer, à prendre soin les uns des autres, et pas dans un mood de développement personnel un peu nul, mais vraiment sincèrement d'un point de vue très politique. D'abord pour vous donner un peu de contexte, ces derniers temps, le médical a pris beaucoup de place dans ma vie alors qu'il m'avait jusqu'ici relativement épargné. À l'été, je passe vite sur les détails, mais mon papa a appris qu'il était en gros atteint d'une anomalie, un truc bizarre à la moelle osseuse qui peut et va peut-être dégénérer en cancer. Ensuite, je me suis prise de passion, ça c'est un hasard, mais avec des années de retard sur l'entièreté de la population, pour la série Grey's Anatomy, qui, même si je me doute que c'est bien enrobé, m'a appris plein de trucs sur le quotidien d'un service d'urgence et m'a permis de mettre en perspective mon rapport au crade, à la douleur, bref, à tout un tas de réjouissances qui font bel et bien partie de nos vies à un moment ou à un autre. Et puis, en décembre dernier, mon grand-père de 86 ans est entré à l'hôpital suite à une mauvaise chute, obligeant ma grand-mère et tout un réseau de solidarité de se mettre en place et de lui apporter tout l'amour possible pendant cette période compliquée. Au moment où j'écrivais cette chronique, j'écrivais qu'il était depuis quelques jours admis en soins palliatifs, ce qui nous avait plongé dans un univers qu'on découvrait ma famille et moi. Et à l'heure où on tourne cet épisode, mon grand-père nous a quittés. Et ses funérailles ont d'ailleurs retardé la sortie de cet épisode. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une semaine de trou dans notre planning. Donc je lui dédie cet épisode-là qui parle de toute cette période qui m'a fait beaucoup réfléchir sur notre rapport au temps et aux urgences et à la santé. Et pour finir, conséquence probable de la lourdeur ambiante autour de moi et du surmenage que j'ai soigneusement appliqué pour fuir un peu ces réflexions que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, j'ai fait il y a de ça quelques semaines une très violente crise de vertige qui m'a complètement paralysée, qui m'a humiliée à plein d'égards et qui m'a confrontée surtout à la vulnérabilité d'un corps qui dévie de la trajectoire parfaite alors que le système autour de nous nous désapprend constamment la solidarité. Une seule chose pour moi à retenir de tout ça, c'est que être ensemble, en fait, ça s'apprend. Et c'est pas juste un bonus dans notre vie sociale, mais c'est bien une nécessité absolue si on veut être un peu résilient, et il faut qu'on le soit. D'abord, toutes ces différentes situations extrêmement difficiles, donc auxquelles il vaut mieux réfléchir avant qu'elles se présentent au lieu de les fuir, je vous apprends rien.
elles m'ont fait prendre conscience de manière assez violente du point auquel on a appris à fonctionner seul. Seul, avec de l'argent, loin des tissus sociaux qui ont permis, et ça c'est prouvé, à notre espèce de survivre. On s'accoutume de trucs assez inadmissibles, comme le fait de compter sur un praticien qu'on va largement et grassement rémunérer pour s'occuper de nos cas, plutôt que de solliciter l'aide de nos amis dans des moments de vulnérabilité, de saleté, etc. On s'habitue à vivre à des kilomètres de nos familles, à se raccrocher à l'idée qu'on foutra les vieux en EHPAD en cas de problème. On prend sur nous au repas de Noël ou aux annives, et puis on repart s'enfermer dans nos cocons de solitude en appelant ça du temps pour soi. Le temps pour soi c'est cool, et le temps pour les autres, il nous devient de plus en plus étranger. On ne sait plus comment s'y prendre. Je tiens la main de papy pour ces derniers instants, et je me sens gauche. Et je sais bien qu'on doit se sentir gauche tout autant qu'on est face à nos fragilités respectives et à ce temps si éphémère qu'on a pour nous sur cette petite planète, parce que tout ça est quand même un peu absurde, mais c'est quand même terrible de pas savoir où se foutre quand on est rappelé à la vie très concrète et à comment elle se déroule au fur et à mesure du temps qui passe. Face aux sachants, face aux médecins, nos intuitions, nos envies de rester au lit ensemble, collés à panser les plaies, elles s'effacent. On se sent impuissant, on se sent inculte, on appelle le docteur, on lui remet tous nos désapprentissages entre les mains, exit les remèdes de grand-mère, les mots doux, les lits à la maison, les grands amours qui vont au-delà de l'inconfort et du tourbillon quotidien. Alors bien sûr, je vous raconte les intuitions que j'ai eues pendant ces derniers mois surmédicalisés autour de moi, mais je respecte infiniment nos soignants, et d'ailleurs les aides-soignantes et infirmières au féminin, parce que c'était le cas, ont aussi bien soigné mon papy que ses chirurgiens, et ce sont elles qui avaient pensé à lui mettre de la musique douce qu'il aimait dans sa chambre quand son visage se contractait d'angoisse pendant ces derniers jours. Alors je respecte infiniment ce travail si malmené, ces connaissances précises, affûtées par l'expérience comme rarement, ainsi que ces prises de décision que personne d'autre n'est capable de subir. Mais ce que je voulais vous dire avec cette chronique, c'est aussi qu'il est grand temps d'apprendre à nous organiser par nous-mêmes, de se tourner vers nos proches, de forger nos liens, surtout dans les moments difficiles, de pas les laisser s'effilocher pour savoir être entouré d'autre chose que de machines à l'heure où il y en a besoin, d'arrêter de tout pathologiser et de respecter que la vie a aussi des pannes et des moments étranges. Il est aussi temps pour nous de nous former, d'apprendre, de croire en nos capacités à nous soigner, sans pour autant, je répète, exclure tout ce qui est médical et rationnel de ce que je raconte là. Et la présence, le soulagement que nous procure quelqu'un qui a les bons mots, le respect et la dignité avec lesquels les nôtres nous traitent, sans gêne, sans malaise, sans inconfort, sont autant de soins que l'on se doit, en fait, les uns aux autres. Et je crois qu'au fond, ce que cette crise du système de santé nous a le plus enlevé, c'est bien cette capacité à ne pas avoir besoin de lui. Ce que je nous souhaite, c'est donc d'arrêter d'attendre de nous et des autres le minimum syndical, le médiocre et le soutien de façade convenu et distant, parce que ça sauve rien à part les meubles. Je nous souhaite de prendre soin de notre rapport à l'urgence, de toute urgence. Prenons soin les uns des autres. Oui. Non, mais en vrai... Non, mais je sais pas si c'était clair dans ma chronique, peut-être pour lancer la discussion, mais en gros, j'ai dit 15 fois, donc je pense que c'est clair, mais sans dire que les médecins sont des affreux gens qui privatisent la santé et qui se font de l'argent sur ça, je pense que ça peut cohabiter en fait, le fait de respecter la science, de faire confiance au système de santé et au personnel soignant, mais aussi de pas complètement se laisser bouffer par ce système-là en fait. Et en fait, c'est pas parce que on a un rendez-vous chez un soignant ou que on va foutre quelqu'un dans un lit d'hôpital qu'en fait les proches, le rapport au quotidien, le rapport au foyer, etc. doit complètement disparaître. Et j'ai l'impression qu'on n'est tellement pas formé à ça que ce qui a été presque le plus dur ces derniers mois, pour moi et peut-être pour ma famille, enfin j'en sais rien, je parle pour moi en tout cas, ça a été vraiment d'être confronté au fait que on a tellement l'habitude de laisser le médical gérer que là c'était les derniers instants. C'est la question. Donc en fait on se disait bien que attends, il y a un problème, il faut que nous on soit là, il faut qu'on se mobilise, mais en fait où est notre place, comment faire, comment respecter la personne qui souffre, si elle veut plus de médical ou pas, c'est aussi ses choix. Mais je trouve que je me suis vraiment sentie confrontée au fait que du coup le fait d'être dans une chambre d'hôpital avec quelqu'un qui est mourant en l'occurrence, ça met tout le monde mal à l'aise. Pas, pour plein de raisons différentes, mais
aussi parce que en fait on délègue tout ce qui est pas beau à voir, Oui. On se dit que c'est pas à nous de gérer en fait. Alors mais du que coup, si. c'est ça en fait, ça a rien à voir avec les médecins en tant que tels. Non. Ce que tu dis, ça a beaucoup plus à voir avec nous. Comment Oui. on pense ces sujets-là, comment on s'organise pour être capable de les traiter collectivement, enfin, ou dans l'intimité, etc. Oui, Parce que mais les là- médecins, en plus, a fortiori ceux auxquels on a affaire, dans la plupart du temps, finalement, c'est. Enfin, je veux dire, il y a un ordre des médecins, il y a des syndicats de médecins et tout, qui luttent pour des trucs politiquement et tout, avec lesquels on est d'accord ou pas d'accord. Mais globalement, les médecins, c'est quand même genre. Je sais pas comment dire, surtout les médecins du quotidien, quoi, qu'on voit, ou les urgentistes. En fait, ceux auxquels on a le plus affaire, c'est aussi des gens qui font des choix de carrière qui sont vraiment pas faciles, qui sont eux aussi en sous-effectif, même si c'est pas le petit personnel soignant, mais qui eux aussi galèrent, qui sont dans des métiers de lien avec les personnes, en fait. Et qui, Oui, mais en fait, je pense que le lien que ça a avec les médecins, c'est que en fait, on devrait faire ça naturellement, enfin, on devrait savoir que c'est important de faire ça et de garder des trucs de solidarité dans ces moments-là, y compris quand il y a aussi des médecins qui sont impliqués. Mais là, ça va aussi devenir extrêmement nécessaire et presque vital, justement parce que de toute façon, le système de santé professionnel est complètement cassé. Donc en fait, après, là, on s'est rendu compte aussi que... Pour moi, c'est... Enfin, vas-y. Non, mais genre, on s'est rendu compte aussi que... typiquement pour raconter un peu comment ça s'est passé dans ma famille, mon grand-père était hospitalisé pendant un long moment à 1 heure de route de chez ma grand-mère qui veut plus conduire sur ce genre de distance, notamment la nuit, le soir, etc. C'était l'hiver, donc comment faire en fait pour qu'elle puisse aller voir mon grand-père? Est-ce que du coup on doit lui dire de se reposer et mon grand-père est tout seul? Et en fait ça a posé toutes ces questions qui ont un lien profond avec le fait qu'il n'y a pas de médecin près de chez eux, enfin voilà, et du coup toutes les questions sont un peu mêlées, mais le seul truc qui ressort, c'est qu'il y a vraiment la nécessité de pas juste se reposer sur les institutions qui sont censées nous protéger. C'est là où je voulais en venir, c'est de dire que du coup c'est pas les médecins qui s'accaparent la médecine, c'est aussi beaucoup la société telle qu'on l'a organisée. On se trouve dans une posture où on nous délègue, c'est ce que tu dis, les antagonistes que tu dis depuis tout à l'heure, on délègue à la santé, quoi. Et je pense qu'il y a au monde professionnel de la santé, je veux dire. Et je pense qu'il y a plusieurs... tu vois, il y a la question de prendre soin les uns des autres et d'apprendre à regarder aussi le sale et tout qui sont... le sale, le difficile, la fin de vie, l'agonie, tout ça, en face, et d'être capable de le prendre en charge. Et ça, c'est un truc presque... je sais pas, qu'il faut qu'on se réapproprie culturellement, parce qu'on a tellement mis beaucoup à distance. Après, ça dépend de chacun et tout. Mais il y a aussi, pour moi, un rapport à la médecine. Et peut-être là, je m'éloigne un tout petit peu aussi de ce truc sociétal, mais il y a un truc aussi où je trouve que... Moi, j'ai travaillé un tout petit peu dans l'univers médical, mais en tant que comédien, donc vraiment rien à voir, mais du coup ça m'a permis de côtoyer un peu cet univers-là et aussi des étudiants en médecine et tout machin, et je me suis rendu compte que moi-même j'avais un rapport à la médecine qui était ultra déconnecté de tout le reste du réel, quoi. C'est-à-dire je suis en mode, ça c'est mon corps, c'est un peu obscur, quoi, tout ce qui se passe là-dedans, c'est tellement compliqué, les gens ils font 10 ans d'études, donc de toute façon j'ai aucune prétention à savoir ce qui se passe dans mon corps et je pourrais jamais le faire, et du coup je trouve qu'on a ce truc-là aussi de beaucoup se tourner en permanence vers les médecins et tout, qui évidemment que c'est aussi un bon réflexe, hein, et que c'est très très important d'avoir des gens qui sont sérieux sur le sujet, qui sont sachants, qui peuvent faire des diagnostics précis, parce que de fait c'est ultra complexe, la médecine et le corps humain, mais je pense qu'on pourrait aussi se réapproprier un petit peu une certaine logique, parce que moi ce dont je me suis rendu compte aussi en travaillant dans cet univers, c'est que en réalité ce truc là c'est genre une espèce de machine, et il y a quand même beaucoup de choses. En fait, c'est très logique aussi la manière de fonctionner de notre corps. Alors, bien sûr, il y a des pathologies qui ne le sont pas, et voilà, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, mais il y a un truc qu'on pourrait aussi se réapproprier, une forme de savoir médical, au moins, genre pour des trucs de base, ou pour avoir des intuitions, et pour ne pas être complètement dans le schwartz, c'est-à-dire il faut absolument qu'un médecin venir voir tout ce que j'ai, alors qu'on pourrait, c'est ça, avoir des réflexes, des intuitions, et du coup être là aussi les uns pour les autres, avec bien sûr, et ça serait toujours, avec des avis de médecins aussi. Puis il y a deux trucs aussi, il y a aussi ce truc que je disais vite fait de genre tout pathologiser, je trouve que ça a un lien aussi, c'est-à-dire que dans notre environnement, on va dire normal, neutre, on ne prend en compte que des corps qui sont parfaitement valides et dans la norme. C'est-à-dire que dès qu'il y a un corps, mais je sais pas, on fonctionne pas tous pareil, donc parfois tu peux avoir un dysfonctionnement, quelque chose qui va pas ou quoi, sans que ça soit forcément une maladie qui va devoir nécessiter une prise en charge et tout. Déjà, c'est à chacun de réfléchir qu'est-ce qu'on veut prendre en charge, de quelle manière, c'est aussi des droits qu'on se retire
en considérant qu'on n'a pas de libre arbitre et d'esprit critique. Bien sûr qu'on sait pas tout, mais il y a aussi ce truc-là, du coup, de tout de suite le sortir du domaine du quotidien, etc., en disant ah bah c'est une maladie. Donc à partir de ce moment-là, personne ne peut rien dire dessus. Et par exemple, moi, quand j'ai eu ma crise de vertige, j'ai vu en urgence un ORL qui était extrêmement... comment dire ça autrement, c'était une grosse merde en fait, et en fait heureusement que j'avais eu des retours d'expérience parce que j'ai eu le réflexe parce que je suis comme ça et d'en parler sur les réseaux sociaux, et du coup d'avoir beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit comment ça s'était passé pour eux, qui m'ont conseillé de faire tel ou tel truc. Et bien sûr ça peut être des bons, des mauvais conseils et tout, faut pas non plus être en mode on peut se passer des médecins, etc. Mais n'empêche que il y a certains médicaments que j'ai trouvés en pharmacie, certaines positions que j'ai prises, etc. à ce moment-là, qui m'ont énormément aidé. Et si j'avais pas eu ça, c'est le médecin en question ne m'aurait pas aidé. Et si j'avais mis toute ma confiance et tout mon espoir dans ce médecin-là, j'aurais été dans une merde profonde. Mais ça, c'est l'autre facette du truc dont je parlais tout à l'heure, de un peu tout déléguer. C'est en fait, du coup, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on considère que les médecins sont des espèces de super-héros qui savent les choses sur notre corps que nous, on ne sait pas. Et du coup, on leur délègue tout, y compris notre confiance. Alors que les médecins, comme n'importe quel corps de métier, c'est des êtres humains où il y a des gens très mauvais, très incompétents, et des gens super, tu vois. Oui, je sais pas comment dire. Pas très incompétents, en tout cas. Non, bah, si. Oui, si, incompétents, en fait. bien sûr, de ouf. Parce que, en gros, l'histoire, c'est que le gars t'a a dit que t'avais rien, alors que t'avais un ressenti particulier. Et après, oui, et puis du coup, bref, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est juste que dans la médecine, il y a aussi toute une partie de l'apprentissage de la médecine. Non. Oh merde. Du coup, ce que je disais, c'est que dans l'apprentissage de la médecine, il y a aussi tout un pan qui est genre le rapport au patient. Demander par exemple au patient si je sais pas si à la fin de la consultation il a l'impression qu'on a apporté les bonnes réponses, ça c'est des trucs de base et tout machin, mais je pense que ça c'est aussi un champ qui progresse de plus en plus dans la médecine, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques justement de la médecine, notamment sur le rapport que les médecins hommes peuvent avoir aux femmes, tu vois, ou même sur des catégorisations quasiment racistes ou sexistes de certaines maladies et tout, et que là on avance beaucoup en fait sur la question du soin plus que la question du diagnostic. Mais du coup c'est pour ça, juste c'était pour expliquer le truc de dire incompétent. Ça se trouve l'ORL que tu as vu en termes de connaissance de l'oreille interne et tout, il est très fort, mais il s'est incompétent parce que sur le rapport au patient en fait il a apporté aucune réponse, et juste tu te sentais plus mal en sortant qu'en arrivant. Oui, et c'est autant une compétence. Oui, il est incompétent quoi. Mais c'était juste pour préciser ça. Oui, mais du coup, il y a aussi, il y a aussi le fait que il faut aussi désacraliser justement ce rapport aux médecins, dans le sens pas pour dévaloriser leur travail ou dire qu'on va pas les croire ou je sais pas quoi, mais juste pour, quand on est confronté à des mauvais médecins, parce que oui, ça existe, quand on se retrouve dans le cabinet, ne pas être complètement démuni en se disant que en fait la personne en face de nous est forcément en sait tellement plus que nous que du coup toutes nos intuitions sont invalides. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Voilà. Donc prenons soin les uns des autres quoi. Voilà, c'est vraiment Jesus Christ. Bisous. Mais par rapport à ce truc de... Ça va être dur là. Oh non, on va encore y avoir des commentaires horribles. Mais non. Par contre, il faut que tu développes. Oui, je sais. Comment voulez-vous travailler? Désolée, mais là, c'est pas possible. Salut Charlotte. Salut Marius. Ça va, j'ai pas dit salut Charlotte hein? Oui, tout va bien, tout va pour le mieux. C'est la 15e fois qu'on refait ça en France. Non, c'est faux, c'est la 2e. Salut les gens. Nous pouvons commencer Est-ce que vous allez bien cet épisode. Bon ok, on espère que vous allez bien et on va commencer cet épisode directement. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. La France est-elle un pays corrompu ? Eh bien, selon l'IPC, de plus en plus. L'IPC, c'est l'indice de perception de la corruption créé par l'ONG Transparency International, et cet indicateur de corruption est l'un des plus regardés. La nouvelle du mois dernier, c'est que la France a perdu 3 places, se retrouvant donc à la 25e place sur 180 et des poussières. Bon, on pourrait se dire que ça va. On reste dans les premiers de la classe quand même. Sauf que vous avez vu la gueule du monde ? Je veux dire,
Déjà que les éléments de comparaison sont pas ouf, alors si on arrive à être derrière tant de monde malgré la sauce globale actuelle, c'est qu'on doit pas être très bon non plus, quoi. Alors pour vérifier ça, j'ai regardé ce qu'on avait dans les tiroirs ces derniers mois en termes de corruption. Par exemple, un premier ministre accusé d'avoir couvert des faits de violence sexuelle dans une institution de sa région pendant des années, ça me paraît pas mal pour commencer. Parce que la corruption, c'est assez large. En gros, il y a corruption quand une personnalité utilise sa position de pouvoir, qui vient donc de son poste par exemple, pour servir des intérêts privés. Dans l'affaire dite Betaram, on a un François Bayrou qui a donc couvert une institution à plusieurs reprises le long de sa vie politique, alors qu'il a été averti plusieurs fois de violences sexuelles et de violences tout court dans cette même institution. Il a par exemple accordé d'énormes subventions à l'établissement quand il était président de région, refusé d'accorder de l'importance au dossier à une époque où on a la preuve qu'il avait déjà été averti, et surtout, malgré tout ça, il a dit cette année à l'Assemblée n'avoir jamais été averti de quelque violence que ce soit. Je vais pas vous recracher tout le dossier de Mediapart, mais allez le voir pour celles et ceux qui veulent des sources sérieuses et pas juste des accusations de gauchistes en colère. Bon, en termes de corruption, ça se pose là, certes. Mais en vrai, c'est juste une personne. Je veux dire, ça fait un peu grimper l'indice, mais si on traite bien le cas, on pourrait limiter les dégâts. Je sais pas, moi par exemple, Cahuzac, qui était quand même le ministre de la lutte contre la fraude fiscale, il y a quelques années on lui a dit « T'as des comptes en Suisse, non ?» Il a dit « Non, non ». Hollande, son président de l'époque, la MP, « T'as des comptes en Suisse, non ?» Non, 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 non. Ça parlait derrière son dos, alors il a fini par aller devant l'Assemblée nationale et dire « Coucou les gens, j'ai pas de compte en Suisse, lâchez-moi la grappe, s'il vous plaît ». Sauf que quelques jours plus tard, Mediapart, encore eux, débarquent. Et les gens, il a un compte en Suisse là, votre ministre qui est censé lutter contre la fraude fiscale. Dommage pour GG, il a menti devant l'Assemblée, il s'est fait choper, démission, ciao. Démission, ciao, on limite les dégâts. On passe pas trop pour des charlots. Alors Bayrou, ça se passe comment pour lui ? Bayrou, il a menti une fois sur Betaram à l'Assemblée disant qu'il n'avait jamais été averti de quoi que ce soit. Le lendemain, Mediapart débarque avec des preuves que c'est faux. Alors, François retourne se défendre devant l'Assemblée avec de nouveaux éléments de langage. Un peu plus tard, hop, retour de Mediapart. Ça aussi c'est faux et voilà pourquoi. Et ça, plusieurs fois, avec à chaque fois de nouveaux éléments au dossier qui contredisent le Premier ministre. On est donc dans un pays où, il y a 10 ans, si tu planquais du blé en Suisse et qu'on te cramait, tu démissionnais. Aujourd'hui, tu couvres des pédophiles pendant des années et tu peux rester Premier ministre malgré tout. C'est que 3 places qu'on a perdues ? Mais je voulais parler d'autre chose aussi. Il n'y a pas longtemps, Richard Ferrand a été proposé par Manu Max comme président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est les vieux qui, je cite, se prononcent sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi. Il veille à la régularité des élections nationales et des référendums. Donc dedans, il y a les anciens présidents et 9 membres désignés par les présidences de l'Assemblée, du Sénat et de la République, qui en nomment 3 chacun. Le président de ce conseil est proposé par le président de la République parmi les membres, et l'Assemblée et le Sénat disent ensuite si ça leur va ou non. Il leur faut 3/5 des voix contre pour bloquer la nomination si c'est pas ok pour eux. Désolé pour la politique institutionnelle insupportable, on est bientôt au bout. Ce qu'il faut comprendre avec ce Conseil constitutionnel, c'est qu'il peut être très important dans des circonstances spécifiques. Dernièrement, c'est eux qui avaient censuré pas mal d'articles de la loi immigration voulue par Darmanin par exemple. En fait, c'est parfois le dernier rempart quand le gouvernement abuse un peu trop. Il veille à ce que nos lois soient conformes à la Constitution, on ne peut pas être plus clair. La tradition, c'est donc d'y nommer des politiciens et des politiciennes pas hyper impliqués dans la vie politique actuelle, histoire d'éviter les collusions. Du coup, Richard Ferrand, on y vient, qui est un grand pote de Macron et un macroniste de la première heure, c'est un peu suspect de vouloir le nommer président comme ça. Ça n'a même jamais été fait qu'un président de la République nomme un type à ce point proche de lui, tout en étant encore très impliqué dans la vie politique. On s'attendait donc à ce que la nomination soit bloquée au vote. Et ça n'a pas loupé, la plupart des partis ont voté contre, même les Républicains qui aiment pourtant souvent bien roleplay la serpillière de Macron. La plupart des partis, sauf que le RN s'est abstenu. Résultat, Richard Ferrand a été nommé à 1 voix près, c'est du jamais vu. Alors on est pas mal à s'être dit quand même, c'est marrant que le RN fasse cette faveur à Macron et ses potes. Du coup, on a regardé les prochains dossiers sur la table du Conseil constitutionnel. Et, oh surprise, le 18 mars, le Conseil doit se prononcer sur l'application immédiate de la peine d'inéligibilité. Je l'ai bien dit. La peine d'inéligibilité. Peine qui pend au nez de Marine Le Pen. On en parlait dans 7 épisodes. 7 épisodes. Je sais pas. Bref, c'est un peu gros comme une maison cette histoire.
Je ne fais aucune accusation, hein, et je ne voudrais surtout pas diffamer, mais s'il s'avérait qu'une forme de deal existait entre Ferrand et Le Pen, donnant un peu plus de pouvoir au gouvernement en échange d'une décision qui arrangerait Marine dans son procès, on serait vraiment pas mal non plus niveau corruption. Heureusement, ce n'est qu'une théorie, et on prie tous pour que l'horrible Mediapart ne débarque pas avec des preuves une fois de plus. Bonjour. Ça va? Est-ce que j'ai bien dit inéligibilité? Parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai fait un truc sur Marine Le Pen, il y a un commentaire, peut-être qu'on pourra le mettre aussi ici là pour afficher la personne, mais en floutant son nom, qui avait dit un truc hyper passif-agressif, genre au fait, on ne peut pas dire inéligibilité, c'est inéligibilité, c'est une petite torture à prononcer, mais c'est pas mal de s'entraîner à prononcer des mots quand on est podcasteur. Non, pour l'interrogation. C'est vrai. Oui, j'ai eu ce ça. commentaire. Oui. Et du coup, j'étais bah non, là je l'ai paraphrasé. Après, les gens ils vont voir que c'est pas exactement ça, mais il y avait vraiment le petit nom pour l'interrogation passif-agressif. Genre, il y avait le c'est pas mal de s'entraîner à prononcer. Oui. Ça serait pas mal de s'entraîner à prononcer les mots. Mais vous êtes des fous. Donc ce n'est pas inéligibilité, mais inéligibilité. Non, inéligibilité. Inéligibilité. Quelle débilité, il fait froid. Quoi. Putain. Bref. Okay. Oui. Donc, la corruption. Bah oui. Moi, j'ai un peu que des questions d'avocat du diable. Ah, vas-y, pose-moi tes questions, je suis professionnel maintenant. En gros, en fait, je trouve qu'il y a quand même... Enfin, là où on voudrait regrouper... Je comprends le move, mais là où on voudrait regrouper différents faits de corruption, je trouve que on mélange un peu les serviettes et les torchons. C'est ça J'étais là, les... C'est ça l'expression. Les torchons et les serviettes, mais oui. Les torchons et les serviettes. Et ben, parce que, par exemple, je trouve que... alors, peut-être que c'est que moi, mais dans ma tête, ce dont est accusé Bayrou, c'est quand même pas la même chose que ce dont est accusé Cahuzac. Ah, c'est pas mal aussi à dire ça, accusé Cahuzac. Parce que il y a un truc de... C'est toi directement qui est le criminel, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, pour Cahuzac, Cahuzac, c'est lui qui a planqué son compte en Suisse, tu vois. C'est lui qui a fait de la fraude fiscale. Alors que Bayrou, c'est pas lui qui est acteur de ce truc-là directement. Bien sûr. Non, mais en vrai, ce truc de la corruption... Pardon, c'est aussi un peu un prétexte pour moi pour parler des affaires récentes qu'il y a eu au gouvernement et tout. Et parce que en vrai, de fait, c'est vrai que la corruption, en fait, peut-être le titre de l'épisode il est légèrement mensonger parce que c'est au-delà de la, enfin c'est la corruption mais presque au sens philosophique que au sens vraiment d'échange monétaire. Mais c'est vrai, c'est des corrompus quoi. Enfin tu vois, des gens qui font des deals avec le Rassemblement national pour grappiller un peu de pouvoir au Conseil constitutionnel, des gens qui couvrent des institutions avec de la pédophilie dedans parce que ça ferait pas propre sur leur région, que ils sont catholiques et qui mettent leurs gosses dedans. Enfin, tu vois, genre, c'est des gens dont l'âme est corrompue, tu vois, c'est pas juste des échanges d'argent. Et après, je suis d'accord avec toi sur la distinction Cahuzac-Bayrou, mais en même temps, Bayrou, c'est quand même quelqu'un qui était un responsable politique, qui a eu conscience, qui a eu connaissance, dont on a tenté de l'avertir plusieurs fois et tout, de faits de violence sur des enfants, de violences sexuelles sur des enfants. Et donc, même si c'est pas lui directement le criminel, bah, en vrai, finalement, les implications de ce qu'il a fait, ou plutôt de ce qu'il a pas fait, c'est-à-dire ce qu'il a pas dit, ce qu'il n'a pas pris en charge comme dossier, bah, elles sont pires pour des gens que celles de Cahuzac, tu vois, quelque part. Enfin, c'est des enfants qui se sont fait violer pendant des années, tu vois. Enfin, oui, non, mais ça, je suis d'accord, évidemment, mais en fait, ce que je voudrais pointer, c'est peut-être l'intentionnalité derrière. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on a des preuves que Bayrou savait qu'il n'a rien fait? Mais est-ce qu'on a des preuves qu'il n'a rien fait parce que ce truc de genre je veux pas être taché parce qu'en fait mes enfants sont dedans, etc. Ou est-ce que en fait on pourrait pas plutôt avoir une analyse je dirais presque plus systémique, comme on disait la dernière fois, moins morale, et plutôt se dire que juste le mec vit dans un système où en fait les dénonciations de violence ça percute pas plus que ça quoi, genre c'est un peu la routine, tu vois. Et en fait il y a vraiment ce truc de faire attention à pas se faire prendre à notre propre jeu, à dire regardez ces gens ont des âmes corrompues et en fait ils sont mesquins et tout ce qu'ils font est calculé, parce qu'en fait du coup ça cache derrière les structures qui font que
bah pour eux c'est totalement normal de faire ces énormes merdes en fait. Non mais en vrai je suis grave d'accord avec toi, et d'ailleurs c'est un peu bête je trouve de lui prêter des attentions et de dire ah c'est sûrement pour ça qu'il a couvert, et je trouve que ce que tu dis c'est même plus intéressant politiquement de réfléchir à un système dans lequel des dénonciations de violence et ben finalement ça en touche une sans faire bouger l'autre et tout, mais ça change pas au fait que on ne veut plus de ce système, et qu'on ne veut plus que nos représentants, surtout en plus le Premier ministre, ça soit quelqu'un qui est complètement OK avec ce système, et qui du coup a laissé des viols pédophiles continuer d'être perpétrés, enfin non, parce que c'était un peu avant, mais des violences continuer d'être perpétrées dans un établissement alors qu'il en avait la connaissance, tu vois. Même si c'est à cause d'un système, justement, c'est peut-être aussi en faisant des reproches aux individus, entre autres, que ce système il va être amené à être plus exemplaire. C'est ridicule de dire je projette, mais tu vois ce que je veux dire. Non mais en vrai je suis d'accord. Mais c'est juste que je m'étonne sur le coup, quand cette affaire a éclaté, je suis étonnée de l'ampleur que ça prend comparé à vraiment toutes les casseroles qu'il y a dans ce gouvernement, tout ce que des ministres ont fait, etc., où ça a été quand même vachement moins une saga dans les médias. Et je me dis, je sais pas, est-ce que c'est vraiment le bon levier ? Et encore une fois, je suis d'accord que c'est grave, et évidemment, mais juste, est-ce que c'est le bon levier à tirer Mais le bon levier à tirer pourquoi ? Ou à ne pas tirer pourquoi ? Tu vois, c'est ça la question. Parce que du coup, on se place dans une position où c'est genre un peu comment dire ça sans que ça sonne vraiment très réac, mais genre la cabale pour faire tomber Bayrou, tu vois. Ouais. Et genre, est-ce que c'est ce boulet-là qu'on veut tirer sur lui ? Tu vois ce que je veux dire ? Et s'acharner dans le fait que du coup le fait qu'il ait su et rien dit fait que cette personne-là en particulier ne devrait pas être Premier ministre, mais dans ce cas-là qui le serait, par exemple Bruno Retailleau, je sais pas qui. S'en fout, justement, mais du coup est-ce que dénoncer ça spécifiquement c'est vraiment utile je pense que ça l'est, parce que quand même ça met le sujet de la protection des enfants et tout au centre du débat. Et je sais pas, en tout cas entre autres. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que le débat, ça a été Bayrou. Et ça n'a pas été la protection des enfants. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, mais c'est bon, parce que là, ça va, quoi. C'est mettre ce sujet, pas au centre du débat, c'est vrai, t'as raison, mais quand même, il revient dans la presse nationale. Et donc, ça fait que le sujet de la protection de l'enfance, forcément, il y a une partie où on en parle, quoi. Je sais pas comment dire. Après, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est de la stratégie politique, tu vois. De genre des partis qui veulent faire tomber Bayrou et tout. Et bien sûr, on sait très bien qu'il y a plein de gens qui ont des affaires au gouvernement et tout. Mais, je sais pas, utiliser ce truc-là spécifiquement, en vrai, c'est une question. On est quand même globalement d'accord qu'on est contre les gens qui dénoncent pas des viols de prêtres. Hein. Et ensuite, non mais je veux dire, et ensuite, on est au courant que c'est de la stratégie politique pour faire tomber Macron. De toute façon, tu vois, et après, c'est de quel bord tu es. Mais genre, si tu considères que de toute façon, c'est un gouvernement mauvais, corrompu, et qui n'est pas bon pour le bien commun, de toute façon, t'as envie de les faire tomber. Donc, que ce soit avec ce sujet ou avec un autre, tu vois, mais c'est de la stratégie politique, quoi. Oui, mais parce qu'il risque de ne pas tomber justement avec ce sujet, alors qu'il serait peut-être tombé avec un autre. Mais avec quel autre, tu vois. Non, mais pas forcément Bayrou, mais d'autres personnes de ce gouvernement. Ouais, mais je pense que les gens qui travaillent à renverser le gouvernement et tout, je veux dire politiquement par les institutions, ils réfléchissent à ces questions-là, ils prennent les outils qui leur semblent les plus pertinents, tu vois. Oui, ils vont pas juste sauter sur un truc. Oui, mais là en l'occurrence c'est pas de ça dont il était question. Là c'est genre des journalistes qui ont juste fait leur travail en révélant ce qu'ils avaient trouvé, et ce qui est, en fait l'information c'est un droit, quoi. Genre c'est normal que ça soit révélé. Je dis pas genre ça aurait dû rester secret ou je sais pas quoi. C'est juste est-ce qu'on se trompe pas de cible et d'affaires en mettant autant le sujet sur ça? Et par exemple dans notre discussion et dans notre chronique, on n'a pas du tout parlé de genre des enfants, du droit à être protégé en tant qu'enfant, tu vois, parce que c'est pas le sujet. Oui, voilà, donc en fait le sujet c'est Bayrou et quelle casserole il a au-dessus. Le sujet là, c'est la corruption, le sujet de notre chronique. Oui, je suis d'accord, mais à la base on s'était dit il faudrait parler de Betaram aussi. Non, on s'est dit en ça, tout cas, c'est entre l'actu, autres, quoi. Tu vois. Oui, d'accord, mais c'est, je veux dire, c'est une question d'angle aussi, tu vois. Je pense que ça serait pas pertinent de parler de l'affaire Betaram avec le prisme de la protection de l'enfance, tu vois. Oui, mais j'ai pas vu beaucoup de médias ou de chroniqueurs le faire. Oui, mais parce que c'est pas le sujet.
Enfin, je sais pas, on tourne en boucle, j'ai l'impression, mais parce que genre. Oui, justement, Mais c'est le problème ça que ce n'a soit pas servi le à rien sujet. sur ça, tu vois. Oui, mais du coup, ça sert quand même à dénoncer un cynisme par rapport à la protection de l'enfance qu'ont les hommes politiques. C'est-à-dire même les enfants, qui sont un truc un peu sacré, en tout cas dont on se veut. Oui, je veux dire, c'est ça, des je suis promesses d'accord. de protéger mieux les enfants et tout. Et ben Oui. justement, on dit bah non, c'est faux, vous mentez, puisque vous ne l'avez pas fait, tu vois. Donc en fait, finalement, le sujet de la protection de l'enfance en soi, il n'est pas traité, mais le sujet de le je m'en foutisme de nos responsables vis-à-vis des enfants, ça, il est traité. Et donc, ça, tu vois, par ricochet. Enfin bref, après, de toute façon, on peut toujours mieux faire, hein, ou mieux traiter les sujets, mais ouais. Oui. Et après, moi, un autre truc que je voulais dire aussi, enfin, ça, c'est une take, c'est un truc qui s'éloigne pas du sujet, mais qui s'éloigne de la chronique et de la manière dont j'en ai parlé. C'est, je trouve aussi que, par rapport à ce truc, en fait, en France, on a un niveau de corruption qui augmente. Et. Quoi ? En France, on a. J'ai le nez bouché, je suis malade, bah oui. Ça va faire rire. Ça va être dur là. Non, c'est bon, reprends. T'es sûr ? Non, au pire, je rigole. Et c'est Je pas t'en grave. voudrais pas. On s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve que par rapport à celui de la corruption de nos politiques, il y a aussi un truc sur l'exemplarité, la fameuse exemplarité. Ce truc de devoir d'exemplarité de nos politiciens, je trouve que c'est un truc vraiment compliqué. Non, mais je trouve que c'est un truc vraiment compliqué parce que, bah, par exemple, il y a le truc de Élise Lucet qui allait faire des tests de drogue à l'Assemblée, Ouais. enfin, tu vois, tous ces sujets-là et tout. Et c'est des sujets qui, nous, pour lesquels nous, c'est un peu touchy de parler d'exemplarité. Non, j'ai très. Je comprends. Ouais, je suis très mal parti. Non, mais vous avez vu que dans... Mais c'est fou, quoi. Non, mais peut-être je m'éloigne trop du sujet. Le seul truc que je voulais dire, c'est que par rapport à ce sujet de la corruption, on parle tout le temps de l'exemplarité des politiques et tout. Et je trouve que c'est un sujet touchy parce que, genre, exiger de personnes humaines l'exemplarité en permanence et tout, enfin, il y a plein de sujets sur lesquels ça peut être un peu débile et un peu délicat parce qu'en fait, il faut aussi accepter que nos représentants, c'est des êtres humains comme nous et que c'est pas mal de temps en temps aussi que ça en soit. Mais simplement, je trouve qu'il y a un truc de... En France, on a une culture de notre rapport aux politiques qui est, de toute façon, on sait bien que tout le monde se serre dans les caisses le plus possible. Enfin, on sait bien que, en vrai, ces gens-là, c'est un panier de crabes et tout. Et du coup, finalement, ça fait qu'on finit par l'accepter. C'est ça que je veux dire. Et c'est aussi ça, pour moi, la marque d'un pays corrompu. Et je pense que même ça joue sur la culture de fond. Et c'est là où je parle d'exemplarité, c'est-à-dire, ça se répercute aussi sur notre société. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on dit aussi. On se rend compte en France. Il y a plein de gens qui disent, ouais, en France, il y a plus de vols, il y a plus d'incivilité et tout machin. Et je pense que c'est qu'on a un rapport sociétal et qui vient en partie, pas que, mais de nos politiques, à l'égoïsme. À genre, si tu peux te servir, si tu peux niquer les autres, nique-les, tu vois. Et genre, et je pense que ça, bah, l'image qu'on a de nos politiques et qui vient de leurs agissements, elle est ultra dégradée parce qu'on a accepté le fait que oui, de toute façon, leur intérêt personnel quand même, il prime et tout. Et je trouve que c'est bien aussi des fois d'être un petit peu dans des trucs lyriques de bah non, la politique, c'est aller défendre des idées pour le bien commun et tout. Et que là, on a vraiment genre ramené ça sur le plancher des vaches et ça fait qu'on est tous, on a tous cette espèce de, enfin, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Et en même temps, est-ce que ça a vraiment eu un impact Est-ce que ça a vraiment changé? Parce que j'ai l'impression que même quand tu lis des romans historiques, etc., les gens ont toujours été les gens de pouvoir, c'est des gens corrompus, c'est des gens... Oui, enfin, bien sûr. Du coup, est-ce que c'est aussi cette culture de fond-là qui a fait que c'est de plus en plus tolérable, bah, moi, je pense. toléré, et même on en parle quand même de moins en moins, quoi. Enfin, le truc de Richard Ferrand, le truc de Bayrou et tout, encore on en a entendu parler, parce qu'il y a eu ces trucs dans les médias et tout, qui étaient un peu justement une saga et tout. Mais Richard Ferrand... C'est juste pour prouver qu'à tout moment je peux te faire rire. Ça me fait rire. J'ai un trigger maintenant. Il suffit que je parle. Enfin. Non, c'était pas ça que tu faisais. J'ai fait. C'était vraiment juste. Bon, c'était pas drôle. Mais là, ça me fait plus rire du coup. Ouais, mais j'ai attendu un peu trop longtemps. Mais bon. En vrai, oui, c'est vrai. Non, mais par contre, c'est vrai que. Et voilà. Arrête. Ah, mais comment C'est veux-tu tout horrible, mais c'est non, hyper dur en vrai pour moi grave. de pas rire. Oui, je sais. Ah, mais tu sais qu'en plus, là, finalement, on a parlé 5 minutes en tout. Hein. Ça va être un minute. C'est horrible. Putain, mais nous laissez plus jamais tourner d'épisodes tout seul.
Mais juste pour finir sur ce truc de Richard Ferrand, c'est vrai qu'on en a. Enfin, c'est typiquement le genre de sujet qu'on ne voit pas dans les médias de masse. Et là, il y a Mediapart, on pourra vous mettre aussi un petit screen de l'article, qui ont dit qu'il y avait de forts soupçons, effectivement, de corruption et de collusion. De collusion. Putain, je mélange les. De collusion entre Le Pen et les macronistes. Non, mais c'est insupportable, genre. Oui, je fais exprès. Non. Il y avait des soupçons de corruption. Avec les Matronix. Je disais, le truc de Richard Ferrand, c'est la PLS. Hein. Non, mais t'as raison que le truc de Richard Ferrand, c'est typiquement le genre de truc qu'on voit pas du tout dans les médias de masse. Et que, donc là, il y a Mediapart, effectivement, on pourra vous mettre aussi la petite screen de l'article, qui a sorti un truc en disant qu'il y avait de forts soupçons de collusion et d'un deal entre le RN et les macronistes et tout. Mais par contre, c'est ce que je veux dire. Je me perds moi-même du coup maintenant. Je reviens aux médias de masse, après avoir dit que Mediapart l'avait fait quand même, pour que vous le sachiez. Dans les médias nationaux et tout, c'est des sujets dont on se saisissait plus, en fait, à certains moments. Non, mais je veux dire, il y a aussi des pays, dans lesquels, quand les hommes politiques, en fait, ils déconnent un peu, quand les hommes et les femmes politiques, ils déconnent un peu, en fait, c'est important, ce truc d'exemplarité, c'est important, et du coup, on en parle, en fait, dans les médias et tout, tu vois. Et genre là, c'est quand même un peu un hold-up démocratique sur le Conseil constitutionnel et tout, et on n'en parle pas, tu vois. Oui, mais je suis grave d'accord. C'est juste que j'ai un fou rire, mais je suis vraiment d'accord avec bien ce que bien tu sûr. dis. Au-delà de ça. Voilà. Et je sais pas si dans l'IPC, il y a aussi le point auquel les médias sont partisans ou non dans la corruption. Je crois pas en fait que ça compte. Si, je sais pas. Ah non, c'est pas dans l'IPC, mais c'est les trucs de la santé démocratique. Santé démocratique, ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, on est à la bourre aussi. Ouais, aussi, notamment même que ce soit sur le droit des journalistes ou sur les journalistes qui existent dans les espaces majoritaires. Enfin bref. Voilà. Eh ben, je vous propose de conclure cet épisode avec une petite liste non exhaustive de tout ce qui a mené à cette perte de points. Donc, l'affaire des attachés parlementaires du Rassemblement national, l'affaire Big Malion, les ministres mis en examen, les ministres qui remettent en question la règle du non-cumul des mandats, parce que ça avait été une promesse de Macron, Ah non, c'est la remise en question de la règle du non-cumul des mandats. La remise en question de cette règle, voilà, qui fait partie de trucs de la corruption. Il y a aussi le scandale Nestlé Waters qui révèle des pratiques corruptives aux conséquences sanitaires et environnementales. Au pire, on les met dans la description. Ouais. L'attribution de crédits budgétaires ou d'aides sectorielles à des entreprises de manière corrompue. L'affaire des cabinets de conseil et des lobbies. Mais non, mais on n'est pas obligé de faire toute la liste là. Oui, non, mais c'est bon, pardon, je sais pas. Je suis perdu là. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, allez, on dit au revoir. On dit au revoir, il est temps. Ben voilà.